Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette soirée spéciale consacrée aux élections législatives que vous propose France 3 Centre-Val de Loire et France Bleu. Avant un second tour qui s'annonce décisif pour l'avenir du pays, nous sommes ensemble pendant 1h30 pour 3 débats consacrés à 3 circonscriptions clés de la région, en Eure-et-Loire, en Indre-et-Loire et dans le Loiret. Dans quelques instants, les candidats seront avec nous pour vous présenter leur programme et leur stratégie. Et on commence cette soirée de débat avec la 3e circonscription d'Eure-et-Loire qui se situe à l'ouest du département et qui comprend des villes comme Nogent-le-Rotrou, Mainvilliers ou encore Illiers-Combray et également une partie du Perche. Nous sommes avec les 2 candidats qualifiés pour ce 2e tour, à savoir Christophe Bay. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le candidat du Rassemblement national, vous êtes également un ancien préfet, vous avez été directeur de campagne de Marine Le Pen pour la campagne présidentielle de 2022. Et face à vous, Harold Duvar. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le candidat d'une sorte de front républicain dès le premier tour. Vous n'aviez pas face à vous de candidat du Nouveau Front Populaire ou de candidat ensemble. Vous êtes par ailleurs membre du Parti radical, maire de Nogent-le-Rotrou et vice-président du Conseil régional. Alors, avant de vous entendre tous les deux, je donne d'abord la parole à Marion Tac pour faire un point sur la situation politique du département. Quelles sont les informations essentielles à retenir du premier tour de ces élections ? Eh bien, l'extrême droite confirme sa percée en arrivant en tête dans les 4 circonscriptions du département. L'écart de voix le plus confortable revient au candidat RN Olivier Dubois, qui devance de 12 points son principal concurrent LR Olivier Marleix. Concernant les autres figures politiques de rang national, Guillaume Kasbarian et Philippe Vigier sont encore en lice dans leurs circonscriptions respectives. Le ministre du Logement affrontera Emma Minot pour le RN et l'ex-ministre des Outre-mer défiera lui Roger Pécou pour l'union de l'extrême droite. Alors la gauche, quant à elle, sera totalement absente de ce second tour. Elle aurait pu exister néanmoins dans la 1re et la 2e circonscription, mais les candidats du Nouveau Front Populaire ont suivi les consignes parisiennes et se sont désistés. Il n'y aura donc aucune triangulaire, seulement des duels, dont l'affiche de ce débat. Dimanche dernier, Christophe Bay est arrivé en tête avec 42,4% des voix. Harold Duvar a lui rassemblé 36,4% des suffrages. Et donc, dans cette circonscription, il n'y a pas eu de désistement. Vous êtes les 2 seuls candidats qualifiés pour ce 2e tour. Dans quelques jours, l'un de vous siégera à l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il est important de vous entendre sur vos programmes pour le territoire et aussi plus globalement pour la France. Ce territoire, d'abord, il a des spécificités. L'Eure-et-Loire, c'est un désert médical. Alors, un peu moins Nogent-le-Rotrou, que la ville de Nogent-le-Rotrou est un peu moins touchée par le phénomène, mais globalement, tout le département en souffre. C'est le 96e département français en termes de démographie médicale. 20% des habitants n'ont pas de médecin traitant. Ça fait des années qu'on en parle sur ce plateau, par exemple. Si vous arrivez à l'Assemblée nationale, Christophe Bay, est-ce que vous arrivez avec des solutions ? Merci pour cette question. Avant de répondre sur le fond, je voudrais avoir une pensée pour 3 personnes. La première, c'est Jacqueline, 77 ans, rencontrée sur le marché de la Loupe, qui avait 4 € pour se nourrir pour une semaine. La seconde personne à laquelle je pense, Jean-Jacques, 73 ans, médecin à Illiers, cambriolé 6 fois. Et enfin, j'en arrive effectivement au 3e point. Brigitte, je crois, de son prénom, 34 ans, 3 enfants, pas de pédiatre. Donc effectivement, la question du désert médical est un véritable problème pour ce département. J'ai lu effectivement que près de la moitié des habitants d'Eure-et-Loire n'avaient pas de médecin traitant. C'est une situation qui empire de chaque année, pour laquelle le gouvernement en place et les précédents n'ont jamais apporté de réponse, et pour laquelle, au Rassemblement national, nous avons des solutions concrètes. La première va consister à permettre aux médecins retraités, aux infirmières, aux infirmiers retraités de pouvoir reprendre une activité. Et le surplus de revenus dégagés sera totalement exonéré d'impôt sur le revenu. La seconde mesure va consister à exercer un moratoire, c'est-à-dire une suspension de la fermeture de l'ensemble des lits. Je rappelle qu'au niveau national, quand même 85 000 lits ont été fermés depuis 15 ans. C'est un véritable scandale. Cette priorité portera d'abord effectivement sur ce qu'on appelle les hôpitaux de proximité.
qui sont essentielles au tissu d'Eure-et-Loir. Et enfin, la troisième mesure qui est déjà mise en œuvre, mais qui mérite parfois d'être un peu rationalisée, c'est bien sûr de favoriser localement toute une série de mesures, par exemple comme les médicobus, comme par exemple effectivement les téléconsultations, même si parfois elles sont sujettes à caution. En tout cas, sachez que au niveau du Rassemblement national et de nos alliés, nous avons dans ce domaine-là un programme prêt, sérieux, à mettre en œuvre. Alors pour répondre à ce problème, il y a des mesures d'urgence, il y a aussi des mesures de plus long terme. Sur ces deux points, Harold Duvart, quelles sont vos propositions ? Alors, il y en a plusieurs. Moi, je suis très étonné par le discours que je viens d'entendre parce que il m'avait semblé que la défiscalisation des heures de travail des médecins retraités était une mesure que nous, autres maires, réclamions depuis longtemps et qui est en place depuis 2 ans. Elle ne va pas tout résoudre, mais il me semble que nous l'avons obtenue et qu'elle a aujourd'hui vocation à se déployer. En tant que président d'hôpital, je préside l'hôpital de Nogent-le-Rotrou. Je travaille avec le président de l'hôpital de La Loupe pour échanger des lits, fermer des lits et les transférer à La Loupe. La Loupe nous transférant aussi des lits ou travaillant avec l'hôpital de Chartres, il me semble qu'il faut quand même garder de la souplesse pour permettre à nos hôpitaux d'avancer et que le vrai problème n'est pas d'interdire de fermer des lits, c'est de faire en sorte que dans notre système, aujourd'hui, on donne plus de place et de moyens aux hôpitaux de proximité et qu'on cesse de vouloir concentrer toujours les moyens dans les hôpitaux des très grandes agglomérations. Et dernier point, il me semble qu'il y a une solution très concrète à laquelle je crois beaucoup, qui est quand même d'ouvrir la question de la liberté d'installation des médecins. Cela fait des années qu'on en parle. Il y a une proposition que j'avais soutenue en tant qu'élu et qui a été portée de façon transpartisane à l'Assemblée nationale et qui a été d'ailleurs soutenue à la fois par des élus de gauche ou des élus de droite, comme Philippe Vigier, qui est très investi sur le sujet dans notre département. Député sortant d'une autre circonscription de Eure-et-Loir. Donc député de Châteaudun, qui est de dire qu'on devrait pouvoir faire pour les médecins généralistes comme pour les pharmacies, c'est-à-dire plafonner ou interdire de nouvelles installations dans les zones déjà surdotées. Moi, j'y crois beaucoup, ça marche pour les pharmacies et je regrette que cette mesure ait été, comme à chaque fois, repoussée par le gouvernement et surtout aussi par le vote des députés du Rassemblement national, alors même que c'est l'exemple même d'une mesure réclamée depuis des années par les élus de terrain et de toute sensibilité, de toute tendance et qui, pour le coup, résoudrait un problème fondamental, c'est que dans ce pays, on passe 20% de la richesse nationale sur la santé et nous ne sommes pas capables d'aligner un médecin dans chaque territoire pour le plus grand nombre. Cette mesure, comme vous le disiez, c'est une mesure qui avait été proposée de manière transpartisane, qui est aussi dans le programme du Nouveau Front Populaire. Vous n'êtes pas le candidat du Nouveau Front Populaire, vous avez des soutiens qui sont plus larges que ça. Sur la position, effectivement, qui a été prise par votre parti quand vous n'étiez pas encore à l'Assemblée, il y a quelque temps. Nous sommes effectivement... ce que vient d'annoncer M. Huvard ne me surprend pas. C'est typiquement une mesure socialiste. Vouloir contraindre les médecins, les infirmiers, à travers des mesures administratives, va totalement à l'encontre de cette liberté fondamentale d'installation à laquelle sont attachés les médecins et les infirmiers. Donc pour moi, effectivement, ce n'est pas du tout une bonne mesure et effectivement, elle ne peut pas prospérer à ce stade. Parmi les mesures, je ne suis pas d'accord. C'est une mesure qui s'applique aux pharmacies depuis des décennies, bientôt 80 ans, et je n'ai jamais vu que ça ait contraint la liberté des pharmaciens ou découragé les jeunes pharmaciens. Donc, à un moment donné, quand on regarde les choses sur le terrain, très concrètement, et qu'on sort des discours des syndicats, des ministères, la réalité, elle est beaucoup plus simple que ça. Non, la réalité, effectivement, que c'est une mesure, effectivement, qui est depuis longtemps portée par la gauche et les socialistes, effectivement, et donc c'est normal que M. Huvard... par plein d'élus de toutes les sensibilités. Cela me surprend absolument pas. Énormément d'élus de droite l'ont voté, notamment dans notre territoire, dans la région Centre-Val de Loire, qui est une région qui a besoin de médecins. On s'est tous battus au-delà des partis et de toute sensibilité pour obtenir l'ouverture du CHU d'Orléans et pouvoir former des médecins chez nous. Et ce combat-là, il faut l'avancer. À un moment donné, les mesures incitatives, on a bien vu leurs limites. Il faut, à un moment donné, être capable et avoir le courage d'ouvrir la question de la liberté d'installation. Et c'est une exigence. Allez sur les marchés, allez travailler dans la circonscription et dans ce département. Vous verrez qu'une majorité écrasante de nos concitoyens attend une réponse sur ce sujet. Sur le plan factuel, juste vous estimez peut-être que ce n'est pas la bonne solution, mais effectivement, c'était une mesure transpartisane présentée à l'Assemblée nationale. Beaucoup de députés de droite l'avaient co-signé, cette proposition. Oui, mais qui ne rejoint pas effectivement le programme du Rassemblement national, parce que je vous le dis, nous sommes profondément attachés à la liberté d'installation des médecins.
Autre solution, peut-être plus mise en œuvre à gauche qu'à droite, mais aussi parfois par certaines collectivités de droite, c'est salarier les médecins. La région le fait, certaines mairies le font. Est-ce que ça peut être une solution? Ça peut être effectivement une solution. Et là-dessus, moi, je voudrais insister sur un point. J'ai rencontré aussi de nombreux maires et il faut mettre fin à la situation totalement kafkaïenne qui existe. Un maire me racontait qu'il souhaitait installer et salarier un médecin dans un cabinet libéral. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'était pas en zone de revitalisation rurale, alors que son voisin à quelques kilomètres pouvait le faire. Bon, tout ça est totalement kafkaïen. Il faut effectivement simplifier le système et redonner la liberté effectivement aux maires de pouvoir et aux élus locaux pour pouvoir effectivement choisir librement de pouvoir installer un cabinet médical dans leur commune ou leur communauté de communes. Cette mesure, éventuellement, rôle de salarier les médecins, est-ce que c'est le pendant de la contrainte à la liberté d'installation? Parce que pour pouvoir salarier les médecins, encore faut-il qu'il y en ait de disponibles sur certains territoires. Et s'ils se concentrent tous, disons, sur la Côte d'Azur ou à Paris, effectivement, on ne peut plus salarier de médecins. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moitié des podologues français se situent dans les Alpes-Maritimes. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, après, la région, par exemple, dont je suis vice-président, s'est battue pour salarier des médecins et nous ouvrons des centres de santé. Il y en a un qui va bientôt ouvrir à Nogent-le-Rotrou, puisqu'on a trouvé des médecins. On en a ouvert un à Toury. Quand nous l'avons fait, le Rassemblement national a combattu cette mesure. Je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, le candidat du Rassemblement national la soutient. En revanche, je dis une chose, je rejoins sur ce point mon concurrent. J'ai la conviction, comme élu local, comme président d'hôpital, comme président de communauté de communes, que les solutions sont dans les territoires et que le rôle d'un député, c'est de permettre à toutes ces expérimentations, ces innovations d'avancer. Moi, quand je veux ouvrir un hôpital, un IRM à l'hôpital de Nogent-le-Rotrou, j'ai besoin d'une autorisation de l'ARS et je l'attends. Quand je veux, comme on l'avait fait d'ailleurs pour l'ophtalmologie, quand je travaille avec le maire de Chartres pour la coopération hospitalière, j'ai besoin d'une autorisation de l'ARS. Quand avec le maire de Courville ou d'Illiers, on discute sur la possibilité d'installer un médecin salarié dans un cabinet, dans une maison de santé pluridisciplinaire financée par la région où il y a des médecins libéraux, nous avons des contraintes. Donc vraiment, il est urgent sur ces sujets-là de faire confiance aux élus locaux, aux maires et de la part de l'État et d'avoir des représentants qui appuient les initiatives locales que nous portons depuis des années. Juste un mot sur les ARS, agences régionales de santé, que vous voulez supprimer. Effectivement, de rassurer pleinement M. Huvar et surtout nos auditeurs. Dans notre programme, nous avons effectivement prévu de supprimer cette véritable usine à gaz que constituent les ARS. On a vu leur inefficacité totale pendant la crise du Covid. C'est une machine à fermer des lits, c'est une machine à contraindre effectivement les décisions locales et nous ferons en sorte effectivement de supprimer cette agence qui en fait doublonne une autre structure qui fait très très bien son travail, que sont les directions régionales de la santé. Un dernier mot sur le sujet, Harold Huvar. Oui, alors je ne sais pas s'il faut supprimer l'ARS, mais en tout cas, ce que disait M. B sur les ZRR, les zones de revitalisation rurale, supprimer les ZRR, il faut que chacun ici, parmi les téléspectateurs, ait bien conscience que, comme dans le programme du Rassemblement national, il est marqué quand même de les restreindre et voire de les supprimer, supprimer les ZRR, c'est tirer une balle dans le pied de la ruralité. C'est-à-dire que demander à n'importe quel maire ou président de communauté de communes rurales comment il arrive à avoir des médecins, c'est aussi parce qu'il y a des dispositifs fiscaux et des primes d'installation qui permettent aux zones les plus désavantagées de pouvoir avoir un médecin. Donc, il faut prendre le sujet dans sa globalité. Expliquer dans ces cas-là à l'autre maire d'à côté qu'il n'y a pas droit. Donc tout ça, effectivement, relève d'une inégalité. Oui, mais il faut défendre la ruralité et pas supprimer les avantages, les quelques avantages que l'État lui a accordés. De rationaliser le système et de le simplifier, non pas de le supprimer. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a un autre sujet qui fait débat dans cette circonscription lié au développement économique, c'est l'installation de plateformes logistiques. Il y a un très gros projet en cours sur la ville d'Illiers-Combray, une plateforme en cours de construction de 270 000 m², tout près de l'autoroute A11. 1000 emplois sont promis à la clé. Il y a aussi beaucoup de nuisances qui sont effectivement liées à ce développement. Harold Huvar, est-ce qu'on continue dans cette logique-là ou est-ce que vous voulez le freiner en tant que futur député éventuellement ? Alors, le freiner, non, parce que là où il y a de l'emploi, et puis il y a quand même la continuation d'une logique, en tant qu'élu, avec les élus de la communauté de communes d'Illiers-Combray, de Courville, avec le département qui a financé au début la sortie d'autoroute, on a accompagné, financé à la région l'aménagement de la zone économique, on pousse en permanence pour essayer partout d'étendre les zones économiques, mais il y a un certain nombre d'exigences sur lesquelles, depuis le début, je m'associe au maire d'Illiers et au président de la communauté de communes, qui est que ces zones logistiques XXL
elle consomme énormément de foncier, à un moment où notre région en manque. On a déjà beaucoup de logistique, mais aujourd'hui, nous n'avons plus de terrain disponible pour nos usines. Moi, par exemple, dans la communauté de communes du Perche que je préside, je n'ai plus d'hectares disponibles pour accueillir de nouvelles usines provisoirement. C'est le cas aussi dans l'agglomération chartraine. Novo Nordisk s'installe, mais il ne reste plus que 4 hectares de disponibles. Et donc, il faut quand même avoir deux discours d'exigence vis-à-vis de nos partenaires économiques. Le premier, c'est que le foncier disponible, qui devient rare, doit aller vers l'industrie pourvoyeuse d'emplois et pourvoyeuse de richesses. Et deuxièmement, la logistique. Moi, j'ai visité des centaines d'entrepôts logistiques dans la région. C'est beaucoup de mécanisation, c'est de moins en moins d'emplois et puis des emplois de plus en plus précaires. Et quand dans une zone comme Illiers-Combray, la question est où trouver les emplois et comment assurer la mobilité des salariés qui, pour avoir 80% d'un SMIC, vont devoir faire 45 minutes aller et 45 minutes retour. Donc ça, c'est des questions qui mobilisent les maires que nous sommes. Et simplement, dans le dialogue qu'on doit avoir avec les investisseurs, on doit avoir aussi des réponses. Pour équilibrer les temps de parole sur le sujet, votre position, la position du Rassemblement national globalement sur le développement de cette plateforme. Je voudrais, effectivement, puisque c'est une question effectivement locale, je voudrais répondre d'un point de vue local. Durant les 15 jours, j'ai rencontré énormément de maires, dont à la fois le président de la communauté de communes et le maire que vous avez cité sur ce projet. C'est un projet effectivement qui est complexe. Complexe et intéressant. On ne peut pas aller contre le progrès et bien entendu créer de l'emploi. Et la plateforme logistique, c'est le progrès selon vous? En tout cas, ça permet de créer de l'emploi, effectivement. C'est déjà le premier point. C'est une question que je pensais vous poser après. De toute façon, vous avez le temps d'expliquer votre point de vue là-dessus. Mais l'association Les Amis de la Terre, par exemple, considère que les plateformes, ça va détruire entre 46 000 et 87 000 emplois dans les années qui viennent, d'emplois de proximité de petits commerces. C'est-à-dire que les emplois créés par Amazon, par exemple, détruisent de l'emploi local. Oui, alors, si je peux terminer mon raisonnement. Mais ça crée de l'emploi. Ouais. Donc, effectivement, ça a été le premier sujet dont ils m'ont parlé. Si on refait un petit peu l'historique de ce dossier, je crois qu'il remonte à 2018, puisque à l'époque, donc, cette société avait un projet de s'installer dans la région chartraine. À l'époque, le maire de Chartres avait refusé le projet parce que, et je crois qu'il avait raison, cela déstabilisait profondément son bassin de vie. Donc le projet s'est reporté. Il a été créé en 2 temps. Je crois que 30 000 mètres carrés ont déjà été construits. Et il y a un projet à venir de 200 000. Il faut être effectivement extrêmement prudent. Et c'est le discours que m'ont tenu ces deux élus. Oui, bien sûr, nous sommes favorables. Mais à une condition. Est-ce que nous avons les capacités pour absorber en termes de logement cette nouvelle population? Est-ce que nous avons la capacité, et ça rejoint le problème de l'école, pour accueillir? Donc effectivement, si on conçoit, ce sont des projets que, en tant que préfet, j'ai eu à mener, donc je sais de quoi je parle. Il faut avoir une vision totalement globale de ces projets. C'est-à-dire qu'on crée effectivement une zone logistique, on crée 1000 emplois, mais il faut, dans ces conditions, et c'est le rôle d'un député, je pense, avoir cette vision globale qui permette à la fois de voir effectivement si le bassin de vie a suffisamment de logements, suffisamment de médecins, suffisamment d'écoles pour accueillir ce projet. En termes de vision globale, vous ne considérez pas qu'il y a en parallèle des emplois détruits par ce type de plateforme? Alors, le problème des emplois, ça reste à démontrer. Vous savez, moi, je serai toujours favorable à la création d'emplois. Bon. Là où il y a un vrai sujet, et ça a été soulevé à l'instant par M. Huvar, c'est cette loi d'écologie punitive qui a été prise, qu'on appelle la loi zéro artificialisation, qui a été assouplie, et d'ailleurs que le groupe Rassemblement national a voté en 2023. Que vous voulez supprimer, donc? Non, pas du tout, au contraire. Nous souhaitons l'assouplir. Voilà. Mais vous l'avez voté. Non, mais on a voté l'assouplissement. Mais la première loi de juillet 2021 était une loi d'écologie punitive qui ne permettait pas aux élus, justement, de pouvoir se développer. Donc, la loi de 23 va dans le bon sens. Je pense qu'il fallait encore plus loin, l'assouplir pour redonner de la liberté de décision aux élus, aux présidents de communautés d'agglomération. Juste comprendre assouplir, c'est-à-dire qu'en 2050, on arrête cet objectif de zéro artificialisation nette en 2050. Et déjà, le gouvernement Macron
s'est rendu compte que ce n'était pas possible, puisque justement la loi de juillet 2021 qui prévoyait cette zéro artificialisation, ils sont revenus dessus 2 ans plus tard, en 2023. Donc soyons réalistes, cette loi n'est pas applicable en l'état et elle ne le sera pas en tout cas avec nous. Votre position sur l'artificialisation des sols, et donc est-ce que vous pensez aussi qu'il faut, en tant que maire, assouplir cette loi ou au contraire s'y tenir au regard des enjeux de la biodiversité? On est obligé de faire attention à la consommation des terrains, y compris d'ailleurs pour nos agriculteurs. Et, dans l'ouest de l'agglomération chartraine, on voit bien l'extension des terrains, des zones de grande distribution. Et vous avez totalement raison, Amazon est un sujet qui pose des questions. C'est une multinationale qui défiscalise massivement, qui est pourvoyeuse d'emplois précaires, qui est aussi le commerce en ligne, le cheval de Troie du commerce en ligne qui déstabilise nos commerces de centre-ville. Donc, il faut regarder les choses lucidement, être vigilant. Moi, ce que je regrette le plus dans cette affaire, et ce en quoi je suis solidaire avec le maire d'Illiers et le président de la communauté de communes, qui sont par ailleurs des amis et des soutiens dans cette élection, c'est que pour que ça réussisse, il nous faudrait quand même avoir la main sur le logement, il nous faudrait avoir la main sur l'urbanisme et la capacité d'accueillir ou d'implanter ce type d'usine. Or, ces prérogatives-là ont été enlevées au maire méthodiquement par l'administration préfectorale, par toutes les autorisations, le droit de l'urbanisme, et qu'aujourd'hui, on est dans une situation où nous autres maires, sur le terrain, on nous demande de résoudre la crise du logement, revitaliser les centres-villes, financer la transition vers l'écologie, et on nous a pris à peu près la totalité des moyens dont disposaient nos prédécesseurs dans les périodes où il a fallu, par exemple, reconstruire la France. Et ça, c'est un enjeu de décentralisation, de liberté locale, et c'est un enjeu sur lequel il faut faire confiance aux élus de terrain, et c'est une conviction qui nous rassemble, y compris dans cette élection où on veut des réponses concrètes sur ces sujets-là. Un dernier mot sur le sujet, Christophe Bay. Oui, ça a été enlevé par qui? Par les gouvernements socialistes, par la Macronie. Donc, non, dans ce cas-là, si, on peut refaire l'histoire de la décentralisation, s'il vous plaît, Monsieur Huard. Là-dessus, je pense qu'on sera un peu plus que vous sur le sujet. C'est sûr, mais vous avez été préfet, vous avez vogué des cabinets ministériels socialistes au cabinet ministériel socialiste pendant des décennies. Donc, effectivement, vous voyez la chose du point de vue des ministères et du point de vue de l'administration. Moi, je la vois du point de vue des élus locaux et je peux vous dire que ce n'est pas la même vision des choses. Enfin, le candidat socialiste autour de cette table, c'est pas moi. On va garder quelques minutes pour parler de la situation politique du pays. Juste en un mot, pour qu'on vous connaisse mieux, quelle sera votre priorité si vous êtes élu? Vous voulez travailler sur quel sujet? Quelle loi vous aimeriez initier, Christophe Bay? Écoutez, le chantier est immense, puisque notre pays est en ruine. De par, naturellement, mes fonctions précédentes, je m'intéresserai bien sûr aux régaliens, le premier des sujets. La sécurité, il faudrait qu'on en parle. Dans ce département, les cambriolages ont augmenté de 30% en 2023. Je rappelle, ce médecin que j'ai rencontré à Illiers a été cambriolé 6 fois. Donc, je m'attacherai effectivement, et je le souhaite, parce que c'est mon domaine de prédilection, à m'occuper des questions bien sûr de sécurité, avec un programme très précis dans ce domaine-là, qui permettra de remettre de l'autorité dans ce pays, de mettre fin au laxisme judiciaire, et enfin de redonner encore de la liberté. Vous savez, il faut qu'on entende Harold Duvard aussi sur ses priorités. Harold Duvard, j'étais sur le marché de Nogent et une femme... Vous risquez de créer un déséquilibre de temps de parole. Non, mais 30 secondes, oui. Voilà. Et une femme est venue me trouver et m'a dit, vous savez, monsieur, à Nogent, quand mes filles vont au cinéma, le soir, je suis obligé d'aller les chercher. Et ça, c'est pas normal. Harold Duvard, en tant que député, vous pouvez répondre aussi sur la situation à Nogent, parce que vous êtes maire de Nogent, mais quelle sera votre priorité en tant que député? Sur quelle loi vous aimeriez travailler? Alors d'abord, juste, je ne suis pas sûr que notre pays soit en ruine. Il y a des problèmes, évidemment, et j'en suis le premier conscient en tant que maire, mais je pense qu'il faut, dans une période qui est compliquée, garder le sens de la mesure, le sens de l'équilibre, et regarder les choses froidement, sans excès de langage. Après, moi, j'ai plutôt une sensibilité d'élu local aux prises avec le quotidien de mes concitoyens. Et donc, je n'oublie pas la question de la santé, pour lequel je me suis battu aussi en tant qu'élu, la question de l'économie, dont je suis responsable au niveau régional, et l'emploi me semble, là aussi, la condition du succès de la France et du maintien de sa puissance économique et de sa puissance tout court sur la scène mondiale, y compris pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et donc, il y a là, à mon avis, des mesures d'urgence à prendre aussi dans les tout premiers mois de ce nouveau mandat. Je serais curieux d'entendre M. Huard sur les mesures de pouvoir d'achat, parce que je ne sais pas trop s'il se situe dans le camp de la Macronie ou dans le camp socialiste. Nous, en tout cas, en matière de pouvoir d'achat, on a une mesure immédiate. Et je tiens à la présenter à nos auditeurs.
c'est de baisser, dès le mois de juillet, la TVA de 20% à 5% sur tous les produits énergétiques. Cela représentera un gain de 50 à 150 euros par mois dans chaque foyer. Et ça, cette mesure, croyez-moi, elle est attendue par toutes celles et tous ceux que j'ai rencontrés. Sur la question du pouvoir d'achat, Harold Duvard. Alors moi, on entend beaucoup de choses ces dernières semaines. Donc c'est la fête aux promesses démagogiques non financées. Il me semble quand même que si vous voulez baisser la TVA, il faut une autorisation et des négociations européennes. Vous me l'expliquerez. Et puis par ailleurs, je me demande bien comment une mesure comme celle-là, qui est annoncée sans être financée par ailleurs, me paraît applicable. Bon, voilà, en tant qu'élu, en termes de mesures financières, mais vous répondrez après. Alors, du coup, il me semble quand même que sur le sujet du pouvoir d'achat, moi, je sais pas, j'ai vu des choses très concrètes. J'ai vu des dizaines de familles venir me voir dans mon bureau avec leur ticket de caisse parce que les prix des premières nécessités avaient augmenté. Il me semble qu'il y a des mesures transitoires à prendre sur le blocage d'un certain nombre de prix. Il me semble aussi, j'ai été très frappé par la crise de l'énergie. Je préside l'office HLM de ma ville et ceux aussi de la coordination des offices HLM du département. Toutes les familles ont été frappées par l'augmentation du prix du gaz, beaucoup de communes également. Il me semble qu'il est indispensable de remettre des règles sur les marchés de l'énergie et de revenir à un système équilibré et maîtrisé d'un certain nombre de marchés qui ont été totalement libéralisés et qui sont aujourd'hui hors de contrôle. Donc de ce point de vue-là, si on veut vraiment regarder où sont les grands postes de dépenses qui frappent les familles, il faut traiter la question des produits de première nécessité, la question de l'énergie et aussi du transport. Et à terme, on ne résoudra pas la question du pouvoir d'achat si on ne traite pas la question du travail. Le travail, aujourd'hui en France, ne paye pas assez. Et donc, il est nécessaire d'engager aussi des discussions et des mesures fiscales et des mesures de charges qui permettent aux entreprises de distribuer du pouvoir d'achat à celles et ceux qui travaillent et qui produisent les richesses. Je voudrais revenir un dernier mot en 30 secondes, parce qu'on arrive sur deux inexactitudes que vient d'émettre M. Huard. La première, on n'a pas du tout besoin de l'accord de l'Union européenne pour baisser la TVA. Ce qui est interdit, c'est de mettre un taux de TVA à 0%. Première inexactitude. Deuxième inexactitude. Arrêtez-vous la deuxième, parce qu'on ne pourra pas aller au-delà. Deuxième inexactitude. Un budget aussi. Deuxième inexactitude, cette mesure est financée à hauteur de 10 milliards par la suppression de niches fiscales. Lesquelles ? Nous arrivons maintenant au terme. Je peux répondre. Les emplois à domicile. Non, pas du tout, absolument pas. On va en rester là pour... La niche fiscale qui exonère les armateurs d'impôts sur les sociétés en France. Alors, merci. Non, je suis désolé, mais on en reste là pour cette partie du débat. On en reste là pour cette partie du débat parce qu'on arrive au terme de cette émission. Vous allez maintenant avoir chacun 45 secondes pour conclure, 45 secondes pour adresser un message essentiel aux électeurs et aux téléspectateurs. Un tirage au sort a été procédé et c'est vous, Christophe Bay, qui commencez. Mes chers compatriotes, le 7 juillet, la France sera un tournant de son histoire. Elle aura le choix entre le chaos sécuritaire, le chaos social, le chaos budgétaire, l'asphyxie fiscale, représentée par mon adversaire aujourd'hui, et le choix d'un gouvernement d'union nationale, autour de Jordan Bardella et de ses alliés. Il y a un énorme vent d'espoir qui souffle sur la France. Nous sommes prêts à relever ce défi. Nous sommes prêts à gouverner. Nous sommes prêts à exercer ce pouvoir qu'attendent tant les Français. C'était donc vos derniers mots pour ce débat, Christophe Bay. La parole est maintenant à Harold Huard. Vous allez pouvoir conclure. Moi, je voudrais simplement, dans un moment qui est capital et décisif pour l'avenir du pays, redire aux habitants de cette circonscription que je sers et que je connais depuis toujours et dans laquelle, pour ma part, j'ai toujours habité et pour lequel j'ai toujours travaillé, à quel point ils ont besoin d'un élu indépendant, d'un élu de terrain qui les défende et surtout d'un élu qui plaide l'union de tous les républicains pour la défense de nos institutions et de nos libertés. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a le choix entre une majorité du Rassemblement national dont on voit bien qu'elle va amener le pays au blocage, à la division et à la crise et que le seul moyen d'en sortir pour notre pays, c'est son unité, c'est sa cohésion et elle doit se faire par le rassemblement de tous les démocrates sincères, tous ceux qui croient en la République et tous ceux qui veulent et qui mettent l'intérêt du pays au-dessus de celui de leur parti.
C'était donc vos derniers mots, Harold Duvard. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Cette soirée spéciale continue. Dans quelques instants, on se retrouve pour un débat consacré à la 3e circonscription d'Indre-et-Loire avec les candidats qui sont prêts, qui vont bientôt nous rejoindre, à savoir Henri Alfandari pour Horizon Ensemble et Jules Robin pour l'Union des droites, Rassemblement national, Les Républicains. À tout de suite.